Ce qu'il faut retenir, c'est que Modé, donc le lieutenant, va mourir le 8 mai, et que quasiment tous, sauf 12, vont mourir, et que les 12 restants vont être libérés le 14 juillet 1863. Donc ça, c'est le caporal Maine. De son côté, le colonel Jean Avro, lui, n'a pas eu de nouvelles de Danjou et de ses hommes, donc il s'inquiète. Il a appris qu'il s'était passé quelque chose, mais il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, donc il part avec 2 compagnies vers Palo Verde, et finalement, il découvre sur le bord de la route l'un des légionnaires qui s'appelle le Tambourlé, qui a été un peu comme le colonel Chabert enterré vivant par les Mexicains, qui est sorti du charnier, qui a été blessé de nombreuses fois, d'abord par arme à feu, puis après ça par arme blanche, et qui est terrorisé, et qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Ce Tambourlé, c'est un sarde, il a 7 mois de service, et il sera fait sur ordre de Napoléon III, chevalier Légion d'honneur, le 14 août 1863. Alors il y a eu tout un jeu après ça, parce qu'en fait, il fallait pas non plus trop retirer de troupes sur la partie ouest, donc il y a eu des mouvements de troupes, mais en tout état de cause, Jeanne Avro, qui a cherché à reprendre contact avec l'ennemi, n'y parvient pas, hein, et il met ça, là je cite dans son rapport, que son infanterie a tellement écrit au combat, donc les Mexicains, qu'ils n'ont pas pu les retrouver. Et il estime qu'il y a eu à peu près 250 Mexicains qui ont été tués. Du côté Légion, ça ne concorde pas, enfin ça ne coïncide pas en fonction des uns et des autres, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 12 légionnaires qui ont été rendus, qu'il y en a un qui a été blessé, c'est le Tambourlé, et que tous les autres, ils sont soit morts durant le combat, soit juste après le combat. Et très vite, il y a eu le souvenir de ces légionnaires, en faisant donc une sépulture, et le général Fauré a donné l'ordre que quand des troupes françaises passaient, ils s'arrêtent, ils présentent les armes sur ce lieu de la sépulture. Au début, c'était une simple croix où il y avait marqué CJ, la 3e compagnie du 1er bataillon, et ensuite, au fil du temps, il y a eu un monument qui a été érigé, et puis ce monument érigé a été détruit, il y en a eu un nouveau en 1892 qui a été construit. Cette urne, donc elle est au musée de la Légion étrangère, c'est une urne funéraire romaine que les légionnaires ont fouillée en Algérie, dans laquelle ils ont mis la terre de Cameroun en souvenir. Donc ça montre aussi, et donc ça c'est quelque chose qui est assez vieux, ça montre aussi finalement la prégnance de ce combat très rapidement dans la mémoire des légionnaires. Donc ce combat, c'est des prisonniers qui sont restés aux mains des Mexicains, la recherche des survivants, en fait on n'en trouve pas, et puis le souvenir pieusement conservé. Donc comment en est-on arrivé à la commémoration de son combat? D'abord, le premier élément, ça a été de retrouver la main du capitaine d'Anjou. Je ne vous ai pas dit que le capitaine d'Anjou était manchou, il avait perdu la main gauche par un accident, il s'était fait faire une prothèse qui avait disparu. En 1865, la Légion quitte les terres chaudes, elle est remplacée par des Autrichiens, et l'un des officiers, le lieutenant Gruber, retrouve à 50 km au nord de Cameroun cette main du capitaine d'Anjou. Donc il la rachète et il la revend à la Légion étrangère. Et donc vous l'avez là en haut dans le cadre, dans une chasse qui est toujours la même aujourd'hui, donc qui date des années 1890 et qui était exposée. Et au-dessus, vous avez un tableau des Noirs de taille qui était aujourd'hui au musée de l'armée. Donc il y a le souvenir des anciens qui est important. Ensuite, il y a la symbolique du combat qui donne un sens à l'action. Donc en fait, il y a 3 éléments importants dans ce serment fait à Danjou. Le premier serment, celui des combattants, qui était d'exécuter la mission jusqu'au bout à tout prix, et jusqu'à la mort. Donc ils se sont engagés au sacrifice suprême, donc ils sont animés du sens du devoir et de l'honneur. La deuxième serment, c'est celui de la fidélité, parce que chacun a fait individuellement le serment, et finalement ils l'ont tous fait.
Et comme je vous disais, c'était pas innocent que c'est un chargement d'une arme par la bouche, donc par le canon. Donc pour être protégé, il faut être deux. Il faut qu'il y en ait un qui tire pendant qu'il y en ait un qui puisse retirer. Donc en fait, ça ne peut fonctionner que si jamais tout le monde ne forme qu'un bloc et accepte ce serment. Et comme le dit dans son rapport Berg, nous avions beaucoup de morts et de blessés, mais en dépit de cela, nous nous soutenions. Donc c'est le deuxième serment, c'est le serment des camarades. Et puis ensuite, cet engagement, c'est l'engagement au chef, puisqu'en fait, ils l'ont fait à Danjou, ce serment, et finalement, c'est Vilain qui en a hérité, et qu'après ça, ça a été modé. Ça veut dire que ce chef, c'est en fait une sublimation de la mission du légionnaire, et que c'est pas... que cette discipline, elle est librement consentie et acceptée. Alors, je voulais juste revenir sur la page précédente, parce que ce que vous avez là, c'est une commémoration qui s'est organisée. Je vous ai fait voir donc, dans les années 1890-1910 la main en bois du capitaine d'Anjou au-dessus le tableau de taille. La première commémoration, c'est 1906, c'est à Talong, donc c'est un poste au Tonkin. Au moment où le régiment étranger va recevoir, enfin le premier étranger va recevoir la Légion d'honneur, le lieutenant François, c'est le 28 février et le 28 avril, fait l'analogie entre Cameron le 30 et cette remise, et donc symbolise le combat de Cameron par cette remise de décoration. Ensuite, les usages, après la Première Guerre mondiale, donc en 1912 aussi, on sait que le deuxième étranger a célébré Cameron. Après la Première Guerre mondiale, il y a des fêtes régimentaires qui naissent, mais Cameron reste la fête des légionnaires avec le point d'ordre le 30 avril 1931, qui est le centenaire de la Légion étrangère, et c'est la date de Cameron qui a été choisie. Alors le cérémonial a évolué. Aujourd'hui, et c'est ce que je voulais montrer là, on sort la main du capitaine d'Anjou, on la présente aux troupes, et il y a un récit du combat de Cameron qui est récité par un lieutenant. Ça s'est mis en place dans les années 50. Auparavant, il y avait eu un appel des morts. Et ensuite, à la fin de la prise d'armes, il y a il y a un repas amélioré. Et quand les unités ne peuvent pas faire de prise d'armes, Cameron, donc en opération, Cameron est célébré au moins par un temps d'arrêt, la lecture du récit du combat. Et Cameron, et c'est ce que je voulais illustrer précédemment, a donné naissance au Code d'honneur. Et donc ce que vous voyez là, c'est la salle d'honneur avec les jeunes légionnaires à l'instruction, à qui on explique et on commente Cameron. Alors, j'ai presque terminé, le temps en partie est aussi quasiment terminé. Donc, en conclusion, Cameron, c'est une ville, c'est un combat, mais c'est plus encore, c'est une cérémonie qui traduit un esprit. Le combat de Cameron, petit fait d'armes, est toujours d'actualité parce que ce retentissement dépasse le cadre géographique du lieu et la temporalité de l'époque où il s'est déroulé. L'esprit de Cameron est devenu l'âme d'une troupe. Cameron s'est imposé aux légionnaires parce que ce combat, sans espoir, résume une éthique, l'esprit de sacrifice et la fidélité à la parole du soldat tenu jusqu'à la mort. Les vertus honorées transcendent les nationalités et les cultures présentes à la Légion pour constituer un bloc solide de référents communs. Et célébrer Cameron, et non pas le commémorer, c'est vivifier le sentiment de fierté, d'esprit de corps et de respect de ses traditions. C'est donc un sentiment de force qui est puisé dans la discipline, qui renforce la confiance mutuelle des combattants. Célébrer Cameron, c'est donc transmettre un patrimoine, c'est-à-dire un bien hérité de nos pères. C'est un bien qui est, pour le coup, immatériel, mais vivant. La propagation de l'esprit de Cameron ne se limite pas à une liturgie militaire, fût-elle annuelle. Cameron, c'est aussi l'expression de l'état de légionnaire, qui nourrit et prolonge une façon d'être qui s'exprime dans le code d'honneur du légionnaire, avec 10 articles dont je vous ai passé, mais qui font une référence explicite au combat de Cameron. Au moment de coiffer pour la première fois le képi blanc, la section, à l'instruction, renoue le serment de Cameron en citant d'une seule voix, nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Donc l'héritage de Cameron ne réside pas seulement dans ses actions collectives, qu'une analogie avec le combat célèbre a mis en relief, mais encore et surtout dans la lente imprégnation consciente ou inconsciente du légionnaire qui est inscrit dans le culte de l'honneur sous l'éclairage de Cameron
Et de ce point de vue, assurément, à Cameroun continue à vivre au moins à la Légion étrangère.